On va parler d'une période de l'histoire assez folle. En moins de temps qu'il n'en faut pour vivre une vie, elle a créé des légendes qui, elles, sont immortelles. Voilà, c'est ça, l'âge d'or de la piraterie. Une sorte d'étincelle, brève, explosive, mais qui brille encore très très fort dans notre imaginaire collectif. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce possible? Comment une période aussi courte, franchement un feu de paille à l'échelle de l'histoire, a pu laisser une empreinte pareille, avec des mythes aussi puissants? C'est ce paradoxe qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Regardez un peu cette chronologie, c'est juste dingue. Le sommet, le pic absolu de la piraterie, le moment qui a vraiment forgé toutes les légendes qu'on connaît, eh bien, ça a duré à peine 10 ans. 10 ans, c'est rien du tout, c'est plus court qu'une adolescence. On parle d'un truc qui a littéralement explosé, puis qui s'est éteint presque aussi vite. Une rapidité assez incroyable en fait. Ok, mais alors comment une telle explosion a pu arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien la réponse, c'est un alignement des planètes, si on veut, une convergence d'événements, ce qu'on appelle une tempête parfaite. C'est elle qui va transformer des marins, des gars tout à fait ordinaires, en pirates redoutés de tous. Alors, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. Le XVIIe siècle, c'est un chaos quasi permanent. Les grands empires européens, les Anglais, les Français, les Espagnols, ils se font la guerre partout, tout le temps et surtout sur les mers. Et pour que ça leur coûte moins cher, qu'est-ce qu'ils font? Ils autorisent, ils légalisent même le pillage en mer. Et pendant ce temps-là, les océans, ce sont de vraies autoroutes blindées de navires marchands qui transportent des richesses absolument colossales. Et là, il y a un mot hyper important à comprendre, c'est le mot corsaire. Attention, un corsaire, ce n'est pas un pirate, comme on l'imagine. Non, lui, il a la permission de son gouvernement. Il a un papier officiel, une lettre de marque, qui lui dit en gros « Vas-y, tu as le droit d'attaquer les navires de nos ennemis ». C'est un pirate légal en quelque sorte, un pilleur au service de l'État. Et c'est là que le bad blesse. Le gros problème, il arrive avec la paix. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ça. Quand les guerres se calment, eh bien tous ces marins, ces milliers de corsaires, se retrouvent sur le carreau. Du jour au lendemain, plus de boulot. Sauf que ces gars-là, ils sont surentraînés, ils sont habitués à la violence, au combat, au butin, et d'un coup, leur gouvernement leur dit « Merci, au revoir, on n'a plus besoin de vous ». Et en même temps, juste à côté, l'opportunité est gigantesque. Les routes maritimes sont pleines à craquer de navires marchands. Des vrais coffres-forts flottants. On parle d'or, d'argent, de sucre, de rhum. C'est un véritable buffet à volonté qui se présente à eux. Il suffit d'avoir un bateau, un équipage et, disons, ne pas avoir froid aux yeux. Le décor est en place pour que tout bascule. Mais attention, on aurait tort de croire que la piraterie, c'était juste une histoire de gros sous. Non, ce qui est fascinant, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est que c'était bien plus que ça. C'était une forme de rébellion sociale. Une sorte d'expérience politique, presque une utopie flottante pour tous les laissés pour compte de l'époque. Ce comparatif, il parle de lui-même. D'un côté, la marine officielle, la royale par exemple. La vie à bord, c'est l'enfer, une discipline de fer, une paix ridicule quand elle arrive, et un capitaine qui a droit de vie et de mort sur son équipage. Et de l'autre, la vie de pirate. Les décisions, on les prend ensemble. Le butin, on le partage équitablement. Le capitaine, on l'élit, et s'il ne fait pas l'affaire, on le vire. Franchement, pour un marin de l'époque, le calcul était vite fait. Et tout ça, c'était pas du vent. Ça reposait sur un truc très concret. Le fameux code des pirates. Et non, ce n'est pas une invention de Hollywood. C'était un vrai contrat social, signé par tout l'équipage. Le capitaine pouvait être viré, on l'a dit. Le partage du butin était écrit noir sur blanc. Il y avait même une sorte de sécurité sociale, une compensation financière si on était blessé au combat. Pour l'époque, c'était des idées complètement révolutionnaires. Du coup, ces navires pirates, c'était bien plus que des bateaux de guerre. C'était de véritables refuges, des espaces de liberté incroyables où toutes les règles de la société à terre étaient abolies. Plus de hiérarchie, plus de classe sociale. On pouvait y trouver des marins européens désabusés, des esclaves qui avaient fui leur plantation, des mutins, et tout ce monde-là vivait, se battait sur un pied d'égalité. C'était absolument unique. Bon, maintenant qu'on a le contexte, parlons un peu des stars de l'époque, les visages qui ont vraiment incarné cette rébellion. Ces noms, on les connaît tous, ils sont devenus mythiques. Et chacun à sa manière représente une facette de cet esprit pirate. Le premier, impossible de passer à côté, c'est Edward Teach, alias Barbe Noire. Alors lui, ce qui est fou, c'est que sa réputation ne vient pas tant de sa cruauté que de son sens du spectacle. C'était un génie du marketing de la terreur. Il allumait des mèches dans sa barbe pour s'entourer de fumée, rien que son apparence suffisait à faire paniquer un équipage entier. Les navires se rendaient souvent sans même qu'il ait attiré un seul coup de canon. Un maître de la guerre psychologique, tout simplement. Et puis comment ne pas parler d'Anne Bonny et Mary Read? Leur histoire est juste incroyable. 2 femmes dans ce monde d'hommes. Elles ont complètement fait voler en éclats tous les stéréotypes de leur temps. Elles ont refusé le rôle qu'on voulait leur donner pour prendre les armes et se battre comme n'importe quel pirate. Elles sont devenues de véritables icônes de la rébellion, des symboles absolus de l'insoumission.
Et pour finir ce petit tour d'horizon, il y a Calico Jack Rackham. Alors lui, ce n'était peut-être pas le pirate le plus efficace ou le plus craint, mais c'est peut-être celui qui a laissé l'héritage le plus durable. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a popularisé le drapeau pirate par excellence, le fameux Jolly Roger, la tête de mort avec les 2 sabres croisés. C'est son logo en quelque sorte. Il n'a pas été le plus grand pilleur, mais il a créé la marque, l'image qui a traversé les siècles. Mais évidemment, cette parenthèse enchantée, cette expérience de liberté totale, ça ne pouvait pas durer. Il faut bien comprendre que pour les grands empires, la piraterie n'était pas juste un petit problème. C'était une menace existentielle pour leur commerce, et donc pour leur pouvoir. La riposte n'allait pas tarder, et elle allait être terrible, et surtout très très organisée. Et la stratégie des empires, elle était implacable, en plusieurs étapes. Primo, la force brute. On envoie la marine de guerre, la plus puissante du monde, pour les chasser. Secondo, diviser pour mieux régner. On propose le pardon à ceux qui se rendent, ce qui crée une méfiance énorme entre les pirates. Tertio, la terreur. On organise des procès expéditifs et des pendaisons publiques pour marquer les esprits. Et enfin, on s'attaque à leur base, à leur refuge, comme les Bahamas, pour ne leur laisser aucune échappatoire. Et le résultat a été sans appel. La chute a été aussi rapide et brutale que l'ascension. En à peine quelques années, toutes les grandes figures tombent, les unes après les autres. En 1726, c'est fini. Le mouvement pirate est écrasé. Le rideau tombe sur l'âge d'or. Donc, si on fait le bilan, l'âge d'or de la piraterie, c'est un échec. C'est une révolte qui a été matée dans le sang. La question c'est, pourquoi ? Pourquoi 3 siècles plus tard, est-ce que ça continue de nous fasciner à ce point ? La réponse, je crois, c'est que le pirate est devenu bien plus qu'un personnage historique. C'est un archétype, un symbole. Il représente tout ce que nos sociétés modernes et bien rangées nous demandent de contrôler. L'envie de liberté totale, le rejet de l'autorité, le goût du risque et de l'aventure, et bien sûr ce rêve un peu fou du trésor caché, de la richesse qui tombe du ciel. La réalité des pirates était sordide et violente, c'est sûr, mais le mythe, lui, est immortel. Au final, la question reste ouverte. Alors, ces pirates, c'était de simples criminels, des brutes sanguinaires, ou alors les premiers révoltés contre un système mondial qui était, il faut bien le dire, complètement truqué. La réponse n'est ni toute noire, ni toute blanche. La vérité, comme souvent, se trouve sans doute quelque part entre les deux.